Alors pour ce webinaire, je serai assisté de ma collègue Stéphanie Moulin de la société Equitox, avec qui nous travaillons en étroite relation. On a mutualisé nos compétences et nos expertises, et donc on travaille en permanence sur ces dossiers-là pour nos clients. Et elle m'aidera à répondre à vos questions. S'il y a des moments, des questions un petit peu plus particulières, je ferai appel à ses compétences pour pouvoir répondre au mieux à vos demandes. Donc, Exactement. voilà. Donc, si jamais il y a trop de bruit, vous pouvez vous mettre vos micros en mute. Autrement, ben, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir pour m'interrompre. Donc, on commence le webinaire. Donc, merci à tous pour être présents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais faire quelques rappels sur Reach, mais c'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui du webinaire, hein, puisque je pense que vous êtes tous des experts. Et puis très rapidement, on ira dans le sujet du webinaire, qui est le retour d'expérience de l'ECA. Vous savez que l'ECA, tous les ans, publie un document qui analyse un petit peu l'état de la situation, la progression des rapports. Il y en a eu un l'année dernière, et puis cette année, en 2011, il y a un mois, même pas, je crois, l'ECA a publié un rapport assez important, donc qui est vraiment à lire, aussi bien pour ceux qui ont déjà fini leur travail et pour Reach, puisqu'en fait, c'est jamais fini. Même si on a déposé un dossier, il y a des fortes chances que vous ayez besoin de revenir dessus. Et puis pour ceux qui préparent les dossiers 2013, il est indispensable de lire ce rapport parce qu'il contient énormément de recommandations pour bien préparer son dossier. Donc aujourd'hui, le rapport qu'ils ont publié fait l'inventaire un petit peu de toutes les choses qu'il faudrait améliorer pour pouvoir répondre au mieux aux exigences de Reach. Et puis donc bien sûr, je vous donnerai les principales conclusions et puis je présenterai Science Environnement avec son partenariat avec Equitox. Encore une fois, cette présentation sera disponible, donc vous aurez accès aux slides une fois que le webinaire sera terminé. Alors, REACH, très rapidement, vous savez tous ce que ça veut dire. C'est donc l'enregistrement des substances qui sont utilisées, fabriquées ou importées en Europe. Il y a une phase d'évaluation, donc qui est faite à la fois par l'industrie, mais qui sera également vérifiée par les autorités, l'ECA à Helsinki, et qui peut conduire à une autorisation, voire une restriction des substances qui ont été enregistrées. Et ça concerne les produits chimiques. Alors, les objectifs de REACH, en quelques mots, pour les rappeler, c'est vraiment pour protéger l'homme et l'environnement de l'exposition à plus de 100 000 substances chimiques. C'est bien entendu de promouvoir le remplacement de substances considérées comme dangereuses par des alternatives plus sûres. Donc, c'est vraiment l'objectif de REACH. C'est pas uniquement de remplir des données, et puis une fois que les données sont dans une base de données, on est tranquille et puis on peut utiliser cette substance. Non, l'objectif ultime, c'est de faire en sorte que seuls les meilleurs restent sur le marché, disons celles qui ont le moins d'impact, restent sur le marché. Donc il y aura effectivement des substances qui seront éliminées à la fin de cette période d'enregistrement du marché. Et bien sûr, c'est aussi alors l'utilisation de méthodes alternatives pour évaluer ces substances. Jusqu'à maintenant, avec les précédentes réglementations, on se contentait de générer des données expérimentales, alors que maintenant, on a la possibilité d'utiliser toutes sortes d'informations pour pouvoir remplir cette exigence de données. Et c'est justement ce qui pose un peu problème et qui a été identifié par les cas, puisque ces méthodes de read across ou de QSAR ont des fois été mal utilisées. Donc je vais revenir là-dessus dans ma présentation. Et puis une très grosse différence que vous connaissez tous, c'est bien sûr mettre cette responsabilité chez le fabricant ou l'importateur pour démontrer que la substance est sûre pour l'homme et l'environnement, alors que précédemment, c'était les autorités qui devaient se charger de ça. Alors le deadline, vous le connaissez, on a passé 2010, qui concernait toutes les substances au-dessus de 1000 tonnes, celles qui étaient cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de plus de 1 tonne, et puis toutes celles qui étaient dangereuses pour l'environnement au-dessus de 100 tonnes. Donc ça, c'est fait. Ces dossiers ont été déposés et c'est ceux-là qui ont été évalués par l'État. Puis maintenant, on se prépare tous pour l'enregistrement de 2013 pour les substances au-dessus de 100 tonnes. Et puis ensuite, on aura les substances au-dessus de 1 tonne. Excusez-moi, il y a une typo là, je vois. C'est toutes les substances au-dessus de 1 tonne et non pas 10 tonnes. Alors Rich, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez que c'est un abîme de complexité. Il y a énormément de guides qui ont été préparés en plus de la réglementation elle-même qui fait plus de 1000 pages. Et ces guides sont mis à jour en permanence, donc il faut tout le temps aller effectivement sur le site de l'ECA ou sur les sites de la CEFIC ou des associations industrielles pour aller chercher des informations complémentaires, puisqu'effectivement tout le monde apprend, l'ECA également apprend, donc les guides deviennent plus précis,
Et donc, il faut surtout pas se dire, voilà, j'ai lu ça il y a 4 ans, euh, et je fais pas d'effort d'aller chercher des nouvelles informations. C'est indispensable d'aller chercher de nouvelles informations. Les outils changent également, hein. Euclid, César évoluent, donc c'est important de rester à jour. Alors, l'enregistrement est relativement simple finalement, hein. C'est en 2 temps, 3 mouvements. Il y a une phase d'enregistrement qui est vraiment la responsabilité de l'industrie, une phase d'évaluation qui est partagée entre l'industrie et l'ECA. Donc l'industrie fait l'évaluation et l'ECA vérifiera un certain nombre de dossiers pour vérifier que effectivement cette évaluation est bien faite. Et puis ensuite, il y a une décision par les autorités d'autoriser ou de restreindre certaines substances. Alors, comme on l'a dit, pour l'industrie, ben, il y a beaucoup de responsabilités et le fait qu'il y ait énormément de responsabilités, ben, c'est des portes ouvertes à des interprétations différentes de la part des différents enregistrants, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est effectivement collecter des informations sur toutes les données, les mettre dans Euclid, identifier les dangers et procéder à la classification, au labeling. Il faut définir des scénarios d'exposition, donc ça c'est aussi assez compliqué. Évaluer le risque pour l'homme et l'environnement. Alors l'homme, c'est le travailleur dans l'usine, l'environnement, c'est autour de l'usine, mais c'est également au niveau des consommateurs. Il faut, si c'est nécessaire, proposer des mesures de limitation du risque. Et puis surtout, il faut documenter l'ensemble de ces informations-là dans un rapport de sécurité. Bon, il n'est pas toujours obligatoire, mais pour le moment, je fais simple. Et ce rapport de sécurité, effectivement, pose des problèmes ou est relativement complexe. Et dans certains cas, on a pu voir que ça pouvait faire des centaines et des centaines de pages de longueur. Et puis, il faut communiquer tout au long de la chaîne, puisqu'il va falloir prendre en compte les utilisations des utilisateurs en aval, faire une évaluation du risque pour ces utilisateurs. Il va falloir mettre ces informations dans des fiches de sécurité étendues. Enfin, tout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Et puis, bien entendu, il faut prendre l'ensemble du cycle de vie de la substance. Donc, pas uniquement s'arrêter à la fabrication, si on est un fabricant d'une substance, mais on a vraiment la responsabilité de l'ensemble du cycle de vie de la substance. Alors, lorsqu'on rentre dans le détail, je ne vais pas, bien sûr, m'étendre trop longtemps sur cette slide, mais il y a une première partie qui est la partie évaluation des dangers au niveau humain, au niveau physico-chimique et au niveau environnement. Et puis, il y a une étape assez importante qui est de déterminer si la substance est très persistante, bioaccumulative ou toxique. Et ça aura des conséquences sur le type d'enregistrement. Et donc, oui, il faut collecter des informations et toutes les informations. Et on verra que les cas, justement, rappellent aux personnes qui enregistrent de prendre en compte l'ensemble des rapports qui existent aujourd'hui dans la littérature et pas uniquement des données écotox générées dans des laboratoires. On va pouvoir bien entendu utiliser des arguments de waiving, c'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas d'exposition, ben certaines données ne sont pas nécessaires, donc on a la possibilité de ne pas forcément générer toutes les données. Et puis si je reviens au niveau de la classification, si effectivement une substance est identifiée comme étant persistante, bioaccumulative et toxique, ou très persistante et très bioaccumulative, eh bien il faudra dans tous les cas démontrer dans le rapport, et ça c'est aussi un élément de critique qu'a fait l'ECA sur certains dossiers, où dans le cas où la substance était identifiée PBT, les gens n'ont pas expliqué très précisément qu'ils avaient réduit les émissions. Donc ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure, donc je vais peut-être pas trop préempter ma présentation. Et puis donc, si une substance est classifiée, ou si elle n'est pas classifiée dangereuse pour l'homme, pour l'environnement, ou si elle n'est pas PBT, eh bien on va pouvoir s'arrêter là, au niveau de l'enregistrement, et puis documenter les résultats. Si elle l'est, et si c'est au-dessus de 10 tonnes, il va falloir faire un scénario d'exposition avec une évaluation du risque classique, où on va comparer un PEC, PINEC ou une DINEL avec une exposition, et dire est-ce que le risque est contrôlé ou pas. Donc l'objectif ultime, c'est effectivement de générer un rapport de sécurité où on démontre que les risques sont maîtrisés. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'introduction de REACH. On attaque maintenant vraiment l'objectif de la présentation. Donc j'en profite juste pour dire aux nouveaux arrivants que vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, soit par le chat, la boîte que vous avez sur le côté, soit directement puisque tous vos micros sont allumés. Donc tout ce que vous pourrez dire de votre côté également sera entendu par tout le monde. Hein. Donc maintenant, rapport d'évaluation, donc je le disais tout à l'heure, c'est un rapport qui vient d'être publié, qui concerne donc les substances que j'ai indiquées ici sur cette présentation. Et ce rapport donc a été basé sur à peu près plus de 26 000 enregistrements
qui concerne à peu près 4335 substances et plus ou moins 6800 entités légales. Donc vous savez tous que chaque entité légale est obligée de déposer un dossier. Donc effectivement, une substance peut être fabriquée ou importée par plusieurs entités légales, donc il va y avoir plusieurs dossiers de soumis. Et puis, chaque entité légale peut très bien avoir produit ou importé plus d'une substance. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup plus de dossiers que d'entités légales. Et puis vous savez qu'en même temps, il y a eu cette exigence de classification. C'était énormément de travail pour l'industrie et il y a eu plus de 3 millions d'entrées dans la base CLP pour à peu près 107 000 substances. Donc le rapport d'évaluation se base sur ces informations-là. Et il est important, je mentionne CLP parce que pour certains éléments, alors on entend quelqu'un parler dans le fond peut-être. Donc voilà le rapport d'évaluation que vous pouvez aller chercher sur le web. Si vous l'avez pas, vous pouvez nous le demander. Et bien entendu, je ne vais pas tout décrire puisqu'on n'a pas le temps en 45 minutes. Mais il y a 3 problèmes principaux qui ont été identifiés. Le premier qui est l'incertitude, la confusion sur l'identité de la substance. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez important, on va le voir dans les prochaines slides. Un deuxième aspect, c'est une utilisation abusive du read across, ou savoir utiliser des données d'une substance similaire pour remplir des trous dans dans le dossier d'enregistrement. Ça fait aussi référence au waiving ou weight of evidence. Donc c'est là où il y a une utilisation abusive. Et puis il y a également la faible qualité des rapports de sécurité. Donc je vais reprendre chacun de ces 3 points et préciser ce que a voulu dire les cas. Alors, au niveau de l'identité, effectivement, c'est indispensable de se mettre d'accord sur l'identité de la substance, puisque ça va définir le scope de l'enregistrement. Vous savez que certaines substances sont exemptées de l'enregistrement. Ça peut être des polymères, ça peut être des substances utilisées dans l'alimentation, ça peut être toutes sortes d'exemptions qui existent. Donc, il est indispensable que la substance soit identifiée correctement. Il y a aussi des fois des problèmes de casse, une substance qui a 2 cases différents, ou des problèmes de nom. Des noms très différents à droite et à gauche suivant les bases de données qu'on utilise. Et le fait que chaque entité légale va enregistrer sa substance, eh ben, elle peut être amenée à utiliser des informations différentes. Et c'est pour ça qu'il y a notamment cette obligation de partager des données au sein des CIF ou des forums d'échange d'informations des substances. Et ça va avoir une conséquence sur les soumissions conjointes, puisqu'il y a une partie du dossier qui doit être commun. Et donc, pour que les gens se regroupent au sein d'un forum d'échange, il faut qu'ils aient identifié leur substance de la même façon, de façon à ce qu'il puisse y avoir partage de données. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait des dossiers différents, alors que les substances sembleraient être identiques. Et puis, ça va avoir bien entendu des impacts sur la nécessité de faire des tests supplémentaires, puisque un groupe peut très bien ne pas savoir qu'il y a une donnée existante sur telle substance, puisqu'elle est enregistrée séparément avec un autre numéro d'identification. Donc c'est un aspect extrêmement important. Il y a bien sûr des définitions au niveau d'une substance qui est différent de ce ce qu'un chimiste pourrait voir, puisque pour les cas, une substance, ça va être tout ce qui va intervenir dans la fabrication et dans la composition de cette substance au niveau des processus industriels. Donc on va prendre en compte des éléments supplémentaires qui vont être présents dans la substance. On va prendre en compte le niveau d'activité. Si on est au-dessus de 80%, ce sera un monoconstituant. Si on est entre 10 et 80%, on aura des multiconstituants et tout ça aura des impacts différents sur la façon dont on va préparer le dossier. Alors pourquoi c'est essentiel? Je l'ai abordé un petit peu avec le fait que chaque entité légale va devoir donc soumettre un dossier et qu'il va falloir travailler avec le CIF, puisqu'il n'y a qu'un seul dossier technique qui devrait être soumis par le lead registrant. Et pour ça, toutes les informations FISCEM, TOX et ECOTOX devront être les mêmes, de façon à ce que les membres du CIF se réfèrent à cette partie-là. Et puis après, chaque membre apportera ses propres informations sur l'utilisation de la substance. Éventuellement, on pourra aller jusqu'à faire un CSR, donc un rapport de sécurité en commun, mais ça, c'est des choses qui sont optionnelles. Donc il est important, effectivement, que cette identité soit commune pour que les données puissent être partagées de façon efficace.
Et puis, de la même façon, ça va être aussi indispensable pour les autorités pour faire leurs propres évaluations, qui n'est pas à faire un effort de regrouper des dossiers qui auraient été déposés de façon différente, et puis d'avoir à faire l'évaluation que d'un seul dossier à la fois. Donc il y a aussi, par rapport à des décisions de restriction, une implication par rapport à cette... Et puis il y a aussi, bien entendu, par rapport à la CLP, il semblerait que certaines substances identifiées d'une certaine façon aient été classées sur la base de données CLP et qu'elles aient été identifiées d'une façon différente sur la base de données REACH et sans classification. Donc là, bien entendu, vous pouvez imaginer le problème que ça peut engendrer. Alors, il y a des guides, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas le but de la présentation, mais avec exactement ce qu'il est nécessaire de fournir comme information, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, c'est un travail que les forums doivent absolument faire ensemble et de façon très poussée. Donc là, ce sont les types de guides qui existent, qui peuvent vous aider à aller plus loin dans l'identification de votre substance. Alors, deuxième point que je vais aborder, qui est l'utilisation abusive du read across ou des possibilités de waving, etc. Alors, le read across, je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est une technique acceptée par les cas, sous certaines conditions, pour estimer des données manquantes. Et c'est le sous certaines conditions qui est important, parce qu'il semblerait effectivement que qu'un certain nombre d'enregistrants aient utilisé le read across sans le justifier scientifiquement. Donc il y a vraiment un besoin de justifier l'utilisation d'informations ou d'une donnée d'une substance ou d'une famille de substances pour prédire les propriétés d'une autre substance. Donc on ne peut pas simplement dire voilà, structurellement elle est similaire et puis je fais du read across. Il faut qu'il y ait quand même un raisonnement, et c'est un petit peu le mot-clé, je dirais, de l'enseignement de l'ECA, c'est qu'ils ne veulent pas avoir juste une liste de données, ils veulent qu'il y ait une réflexion derrière chaque prise de position. Et donc, bien sûr, ça permet d'éviter le recours à des tests supplémentaires sur des animaux. Donc ça, c'est un des objectifs de REACH, hein, c'est d'éviter d'avoir à tuer des animaux supplémentaires pour obtenir une donnée, alors qu'on pourrait très bien la prédire, soit avec des QSAR, soit avec une base de données d'une substance équivalente. Pour autant qu'on le justifie de façon scientifique très clairement. Alors, ce que je dis ici, ça exige une justification scientifique robuste est basé sur une similarité structurelle ou fonctionnelle. Donc, on a un groupe fonctionnel similaire, on a des précurseurs ou des produits de dégradation communs, on a des constituants similaires, et on a un mode d'action de toxicité similaire. Donc, il y a ces aspects-là à prendre en compte et à présenter dans son dossier de rapport de sécurité. Il faut se dire que pour les cas, et c'est ce qu'ils disent dans le rapport, que les mêmes exigences de qualité et de représentativité sont nécessaires que pour des données issues de l'expérimentation. Donc, c'est pas parce qu'on fait du read across que on ne doit pas attribuer les mêmes critères de qualité et de reliability, si on dit ça en anglais. Donc, encore une fois, il y a des guides qui sont là pour vous aider. Donc, au niveau de la littérature, il y a vraiment la quantité qu'il faut par rapport à ça. Donc, encore une fois, je ne vais pas insister, mais je vous donne ça par... Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai l'impression, non. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a quelqu'un qui a une question, je peux faire une pause là, peut-être. Ok, donc s'il n'y a pas de... Ou s'il y a une précision, Stéphanie, si tu voulais apporter une précision sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, pas forcément. Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, je vais donc continuer et attaquer le troisième point qui est peut-être le plus important et qui a donné qui a donné lieu à le plus de remarques. Avec une remarque que je reprendrai en conclusion, c'est le fait que pour les dossiers déposés en 2010, il ne faut pas attendre une lettre de l'ECA pour revoir le travail qui a été fait, mais justement, à partir de ces commentaires, se dire, ah ben tiens, est-ce que j'ai vraiment fait mon travail correctement? Et si la réponse est non, ben, vous êtes encouragé à retourner sur votre dossier que vous avez déposé en 2010 et l'améliorer. Donc l'objectif un peu de ces slides, c'est de voir où est-ce que vous pourriez éventuellement identifier des gaps ou des zones qui mériteraient d'être améliorées. Alors, le processus d'évaluation des risques a bien sûr pour objectif de documenter et de démontrer que le risque lié à l'utilisation d'une substance est correctement maîtrisé. Donc ça, c'est l'objectif de tout l'exercice.
Et il consiste en 4 étapes que vous connaissez, qui est l'évaluation des dangers, dangers vis-à-vis des propriétés physico-chimiques, humains ou vis-à-vis de l'environnement, évaluation PBT ou VP-VB pour les substances, évaluation de l'exposition, et puis, in fine, évaluation des risques. Donc je vais reprendre chacun de ces points, puisqu'il y a des commentaires sur chacun de ces points. Alors, évaluation des dangers. Très souvent, les cas considèrent qu'il y a un manque de justification et de documentation suffisante sur l'évaluation des dangers. Pourtant, là, on parle de tout ce qui est tests expérimentaux qu'on va mettre dans Euclid, tout ce qui est information qu'on va trouver dans des évaluations du risque qui ont déjà été publiées, et probablement que trop souvent, les gens se contentent de mettre une référence sans aller trop loin dans la justification des informations qui sont présentées dans le dossier Euclid. Il y a eu également des cas, c'est assez étonnant, où les gens n'ont pas utilisé de facteurs de sécurité pour présenter les DINEL ou les PINEC. Donc les cas insistent sur le fait que des valeurs expérimentales ne peuvent pas être directement utilisées, même si c'est la plus faible des données écotox ou les plus faibles des données tox, c'est pas suffisant. Il y a un besoin d'extrapolation, donc tous les toxicologues qui sont autour de ce chat le savent. Mais apparemment, il y a eu quand même des dossiers où les gens n'ont pas utilisé les facteurs de sécurité pour extrapoler les données expérimentales vers des niveaux de sécurité pour l'homme et pour l'environnement. Puis il y a également des facteurs de sécurité qui sont par exemple proposés par ECITOC au niveau humain notamment, qui ont été utilisés sans être justifiés. Et là, c'est un petit peu un commentaire général, c'est que tout ce qui est données préparées par l'industrie, comme CEFIC ou ECETOC, on en reparlera tout à l'heure au niveau de l'environnement, ne peuvent pas être utilisées sans démontrer que c'est justifié d'utiliser ces valeurs qui sont différentes des valeurs défaut par les cas. Donc à chaque fois que vous allez utiliser une valeur différente de ce qui est proposé comme valeur par défaut, eh bien, il faut que cette valeur soit justifiée et argumentée. Au niveau de l'évaluation PBT ou VP-VB, ça doit se faire à partir de toute information disponible. Et donc, c'est important de vérifier la présence de ces molécules sur des listes candidates, par exemple, ou d'aller chercher d'autres rapports, des rapports faits par l'US-EPA ou des rapports faits par la commission dans d'autres cadres d'évaluation, où cette substance aurait pu être proposée à une classification PBT ou même classée PBT. Et ça ne peut pas être ignoré. Donc c'est pas parce que vous avez des nouvelles données qui permettraient d'invalider une première évaluation, il faut le dire, quitte à s'opposer à ce qui a été fait précédemment, mais ça ne peut pas être mis de côté. Donc c'est important de prendre toutes les informations qui sont disponibles. Et puis également une chose importante qui n'a pas été faite dans certains cas, c'est que si la substance est classée PBT, il faut démontrer que les émissions ont été minimisées et ça doit être inclus dans le rapport. Donc il est indispensable de prouver que un effort a été fait, des RMM ont été mis en place pour minimiser les émissions. Donc sans aller directement sur la partie évaluation du risque. Donc avant même d'évaluer le risque, il faut montrer qu'on a tout fait pour minimiser les émissions. Erwan? Oui, yes. Oui, je voudrais poser une question. Oh. Est-ce que vous préférez les facteurs de sécurité proposés par ECETOC ou les facteurs de sécurité proposés par ESHA? Alors ça, je pense que c'est les facteurs de sécurité pour la sécurité humaine liés aux données, aux substances spécifiques. Est-ce que Stéphanie, c'est quelque chose que tu maîtrises plus que moi? Oui, alors en fait, c'est une question vraiment importante par rapport au DINEL parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Il est préférable d'utiliser les facteurs de sécurité de l'ESHA, Oui. même si le guide pour la détermination des DINEL est assez difficile à intégrer parce qu'il n'est pas très très clair au niveau de la façon dont il est construit. Et on s'aperçoit souvent que les facteurs recommandés par les chats sont plus sévères que les facteurs de l'ECETOC. Dans certains cas, ça peut être justifié d'utiliser les facteurs de l'ECETOC. C'est bien de les connaître et quand même d'aller vérifier quand on calcule une DINEL les deux facteurs pour voir la différence au niveau du calcul. Parfois, on retombe sur nos pattes et on retombe sur la même valeur de DINEL.
et de prendre en compte vraiment le danger qui est associé à la DINEL. Si on veut utiliser le facteur SETOC, il faut vraiment clairement pouvoir le justifier Oui. parce qu'il n'est pas prioritaire sur le facteur de l'échec. D'accord, merci. Ça a répondu à votre question, Steve? Oui, oui, merci. Très bien, merci Stéphanie. Donc effectivement, j'ai donné la parole à Stéphanie parce qu'elle est toxicologue humain et moi je suis plutôt écotoxicologue, donc je maîtrise beaucoup plus l'environnement. Et donc c'était l'objectif d'avoir cette présentation à deux. Donc si, est-ce que d'autres personnes ont pensé à d'autres questions peut-être entre-temps? Non? Bon. Autrement, n'hésitez pas à utiliser la boîte questions et puis on pourra toujours revenir. Donc au niveau de l'évaluation de l'exposition, là aussi, c'est assez étonnant. Remarque de l'ECA, il y a certains dossiers où tous les dangers n'ont pas été couverts. Par exemple, une substance est classée irritante, bien les gens n'ont fait une évaluation du risque que pour l'aspect irritation. Et ils n'ont pas pris, par exemple, ils ont pas fait l'évaluation du risque pour l'environnement. Où la substance est classée pour des propriétés physico-chimiques, eh bien, dans l'évaluation du risque, il faut bien entendu tout évaluer. Et non pas uniquement la partie qui a été classée. Et il y aurait eu également des dossiers où il y avait des classifications très nettes sur certaines propriétés, et ces propriétés n'ont même pas été évaluées au niveau du risque. Donc c'est-à-dire que des gens ont classé, et puis ils ne sont pas allés au CSR. Donc deux choses très différentes. Bon, le deuxième point est quand même peut-être un peu extrême. C'est peut-être des gens qui n'ont pas réalisé qu'il fallait faire un CSR dans ce cas-là. Mais dans le premier cas, c'est des choses que j'ai déjà entendues précédemment dans d'autres discussions. Est-ce qu'on doit évaluer tous les dangers? Oui, on doit évaluer tous les dangers à partir du moment où une substance est classée, et quelle que soit la raison de la classification. Il y a également des cas où l'exposition de l'homme via l'environnement n'a pas été pris en compte. Alors, ça peut être justifié, hein, ça peut être waivé, mais il faut qu'il y ait une raison scientifique pour ça. Et il semblerait qu'il y ait des dossiers où les gens ne sont pas allés jusqu'à faire ce type d'évaluation. Il y a également des dossiers où tous les cycles de vie, toutes les étapes du cycle de vie n'ont pas été prises en compte. Donc c'est important de communiquer avec les utilisateurs en aval pour savoir quelle est l'utilisation qu'ils font de la substance. Et puis se poser la question également si la substance peut être utilisée dans des articles et que cette substance dans les articles soit éventuellement émise au cours de son cycle de vie, hein, au cours de sa vie. Donc encore une fois, ça peut être évident pour la plupart d'entre nous ici autour de ce webinaire, mais il semblerait que certains enregistrants n'aient pas pris tout le cycle de vie des substances. Il y a également des critiques qui sont faites sur l'utilisation des scénarios génériques qui ont été utilisés sans les adapter aux situations réelles. Et ça, c'est un commentaire un petit peu global, à savoir que on a trop tendance à se rapporter à ce qui a été préparé par l'industrie, ou prendre les scénarios par défaut et dire ben voilà, si je prends ça, je suis bon. Non, tous les scénarios par défaut ont été faits pour guider les enregistrants, mais il faut ensuite démontrer qu'il y a eu une réflexion qui a été faite pour dire oui, mon site industriel, effectivement, je le ai bien représenté par ces scénarios d'exposition générique. Donc il faut qu'il y ait un effort d'écriture, un effort de documentation, et vraiment prendre le temps de dire oui, ce scénario correspond, etc., parce que si, parce que ça, ou non, moi j'ai une situation qui est un petit peu différente. Donc il faut qu'il soit concret et le plus réaliste possible. Il faut que les conditions opératoires et les mesures de management du risque, donc les RMM, soient plus descriptifs que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et puis il y a également des critiques par rapport à l'utilisation des descripteurs des utilisations, qui sont des fois pas du tout cohérents avec l'évaluation du risque qui est proposée ensuite. Donc là, il y a aussi de la confusion par rapport à comment décrire mes utilisations vis-à-vis des descripteurs disponibles. Également, un point manquant, il y a le calcul du PEC pour le compartiment région. Alors là, c'est vraiment très spécifique, c'est pour l'environnement. Hein, lorsque vous allez faire une évaluation du risque avec IUSIS, par exemple, ou avec ICIT-Octra, ben, il y a le PEC régional qui doit apparaître et qui est très important, hein, puisque ce PEC régional va être impacté par le nombre d'usines et la quantité de substances formulées ou fabriquées dans les usines. Donc c'est une variable qui doit absolument être ajoutée dans le calcul, et il semblerait que certains rapports
n'est pas cette valeur-là. Et puis, chose également assez étonnante, c'est qu'il y aurait certains rapports qui auraient présenté, enfin soumis le rapport avec des rapports de risque supérieurs à 1, hein, donc RCR, Risk Characterization Ratio, donc c'est le fameux PEC sur PNEC pour l'environnement. S'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a un risque potentiel, mais en aucun cas on peut soumettre un dossier avec un rapport supérieur à 1. Enfin disons, c'est l'interprétation qu'on fait du rapport. Je sais que ça a pu être fait peut-être dans certains cas, mais si c'est le cas, tout doit être fait pour amener ce rapport en dessous de 1. Donc l'industrie, l'enregistrant, doit mettre en place des RMM, donc ou changer ses modes opératoires pour ramener ce rapport en dessous de 1 et soumettre son dossier. Donc une substance à risque ne peut pas être normalement soumise, ou forcément de facto ça va amener à une restriction d'utilisation. Alors au niveau des conclusions un peu globales, et encore une fois je vous encourage vivement à lire ce rapport parce qu'il contient encore beaucoup plus d'informations que ce que j'ai présenté là, mais la chose importante à retenir, c'est que EUCLID et le CSA, donc le rapport de sécurité, ça ne se résume pas à remplir un formulaire, donc c'est pas une liste à la Prévert avec des cases que je vais checker pour dire ça y est, j'ai. Non, il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait une interprétation. Tout document important doit être documenté et justifié scientifiquement. Enfin oui, tout le document est important et tout document doit être utilisé. Donc s'il y a des évaluations de risque qui ont été faites par l'Europe, il faut les prendre en compte. Et s'il y a eu des conclusions qui ont été prises et qui sont éventuellement différentes de celles que vous allez prendre, il faut pouvoir le justifier. Bien entendu, la partie classification, il faut qu'elle soit en harmonie avec celle donnée dans la base de données CLP. Donc ça paraît évident, mais apparemment c'est pas forcément le cas. Donc il y a une cohérence totale entre les deux bases de données. Alors ça, c'est ce que je viens de dire, hein, prendre en compte les évaluations existantes. Donc il y a un travail de recherche, de littérature, d'analyse de la littérature, d'interprétation, de compréhension. Et c'est vrai que ça fait forcément appel à des experts. Il y a nécessité d'avoir des gens qui sont habitués de faire de ce travail-là. Ça peut pas être fait par une personne qui va recevoir des données et puis rentrer ça dans Euclid. Et puis, bien entendu, justifier les choix qui ne suivent pas les recommandations guides, notamment les facteurs de sécurité. Donc, si on ne prend pas ce qui est proposé par défaut, vraiment le justifier très fortement. ECA considère qu'elle va faire des vérifications plus systématiques, pas forcément plus de dossiers, mais elle a maintenant pris l'habitude et elle sait quoi aller chercher. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'ECA ou les chats réduisent son effort. Au contraire, ça risque d'être plus important. Et puis, donc, le mot-clé que je disais un petit peu en début de webinaire, c'est que pour les dossiers qui sont déjà enregistrés, bien, l'ECA vous invite vraiment à reprendre ces dossiers-là à la lecture du rapport et voir si vous avez besoin de les améliorer ou pas. Peut-être que vous allez conclure, parfait, j'ai tout fait juste, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Et puis, c'est pas tellement forcément pour une inquiétude, mais si vous sentez que là, vous auriez pu faire mieux, bien, allez chercher votre dossier. Vous avez encore le droit et le temps de les mettre à jour et de les améliorer pour éviter effectivement un jour de recevoir une injonction de l'ECA de les mettre à jour. Et puis pour les dossiers 2013, et puis bien entendu pour les 2018, mais d'ici là, on aura certainement d'autres rapports d'évaluation qui nous permettront de nous améliorer, eh bien c'est de lire et relire les rapports d'évaluation de 2010 et 2011, et puis donc de préparer vos dossiers en fonction de ces recommandations. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait en tant que consultant. Il y a notamment, l'ECA vient de publier très récemment un exemple complet de comment construire un CSR, donc c'est vraiment un document très très précieux et que je vous encourage de nouveau à lire dans le détail parce qu'on comprend un petit peu ce qu'ils attendent de nous. Et puis il y a deux exemples qui ont été donnés, un pour les peintures qui recouvrent les sols et puis un sur les produits de consommation. Donc ce sont deux exemples assez intéressants à suivre. Les deux exemples de CSR existent déjà depuis presque 1 an, je crois. Et par contre, ce Illustrative Examples, c'est quelque chose qui est vraiment très récent et qui vaut vraiment le coup d'aller chercher et de consulter. Voilà, donc on est arrivé, ça fait 36 minutes, on est arrivé à la fin de ma présentation, de notre présentation sur le rapport de l'ECA.
Ensuite, je présenterai un petit peu science-environnement, mais c'est vraiment maintenant, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser, soit directement, soit dans le chat. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, où trouver une liste candidate? Ben, c'est sur le site de l'ECA. Vous allez pouvoir trouver la liste de toutes les substances qui sont justement proposées à restriction. Donc, le site de l'ECA contient énormément d'informations. Donc, il ne faut pas hésiter d'y aller. Si vous avez du mal à le trouver, vous m'envoyez un email et puis je vous enverrai cette liste directement. Donc, je vous laisse un peu le temps de réfléchir si vous avez d'autres questions. Ça y est, sur du blanc, Oui, on vous entend mal. C'est assez, ça a été haché. Je ne sais pas qui a posé la question, mais on n'a pas compris votre question. Céline, c'est vous? Posez votre question dans le chat room, là, dans la partie boîte questions, parce qu'apparemment il y a un problème avec votre micro. Erwin, c'est Steven encore. Oui. Oui, en attendant l'autre question, est-ce que vous visez à utiliser l'outil Chessar version 2 pour faire le CSR? Alors oui, tout à fait, tout à fait. On utilise essentiellement, bien sûr, ici Toctra quand on veut faire toute la partie workers. Et puis nous, on va utiliser énormément pour tout ce qui est environnement eUsys et Cesar pour pouvoir générer automatiquement le rapport de sécurité. Donc lorsqu'on a besoin, parce que Cesar aujourd'hui ne permet pas de faire des évaluations de tir 2 ou de tir supérieur. Bon, la nouvelle version qui va arriver, qu'on a vue à la présentation à Bruxelles, en même temps que ici Toctra, va permettre d'aller un petit peu plus loin. Mais la façon dont nous, on va travailler, c'est que eUsys permet d'aller très très loin dans l'utilisation des données complémentaires, donc de faire du tir 2 ou du tir 3, et on reprendra le résultat des calculs de eUsys qu'on intégrera dans Cesar de façon à pouvoir bénéficier du rapport automatique de Cesar. Je ne sais pas, Stéphanie, par rapport aux outils sécurité humaine, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? En fait, César n'est pas vraiment un outil pour faire de l'évaluation de risque, c'est plus un outil pour réunir les informations pour compiler les données sur l'évaluation de risque. Exact. Il n'est pas forcément très, très facile d'utilisation. Et c'est vrai que c'est bien de passer par des outils. Alors pour la santé, PTOC, TRA, des outils comme ça sont mieux adaptés pour faire l'évaluation de risque pour la santé. Ils sont repris pour mettre en place les informations dans le César. Mais c'est vrai que César est très utile pour tout ce qui est la description des scénarios d'usage par rapport à ici Toctra. Si vous avez par exemple beaucoup d'usages, ça devient un cauchemar de faire l'évaluation. Nous, ça nous est arrivé à avoir des centaines de scénarios à devoir modéliser. César, et surtout la prochaine version, est beaucoup plus ce qu'on appelle user-friendly pour pouvoir générer l'ensemble des scénarios d'exposition. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec Stéphanie, c'est ce que je disais aussi, c'est que dès qu'on veut aller plus loin dans le calcul, c'est mieux d'utiliser éventuellement d'autres outils et revenir sur César pour faire le rapport de sécurité, d'autant plus qu'après, on pourra facilement exporter ça pour faire la fiche de sécurité étendue. Donc, il y a un grand intérêt, de toute façon, de travailler avec César. Ou César, suivant comment on le prononce. Je sais que... Oui. Alors, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est déjà 41 minutes, donc je ne veux pas gaspiller votre temps. Y a-t-il une autre question quelque part? Apparemment, pas d'autres questions. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes, enfin, qu'on a répondu à votre attente et que cette présentation était intéressante pour vous. Donc, je vais en profiter pour quand même présenter notre société. Donc, Science Environnement, qui est une société basée à Genève, qui travaille sur toute la problématique environnementale, qui bien sûr fait du REACH, mais pas que du REACH,
puisqu'on travaille également sur les écolabels, sur les analyses de cycle de vie, mais une grosse partie de notre activité est l'enregistrement des substances chimiques. On travaille en étroite collaboration, ou c'est plus que de la collaboration, puisqu'on a mutualisé nos efforts avec l'équipe d'Equitox. Donc on est sur tous les dossiers REACH, nous travaillons de façon ensemble sur les mêmes dossiers. Et ici, sur Sciences Environnement, nous avons 2 écotoxicologues, alors que sur Ecotox, il y a à la fois des toxicologues et écotoxicologues. Donc ça, c'est le groupe qui est représenté par Equitox Sciences Environnement. Et puis, nous travaillons pour un certain nombre de groupes. Sciences Environnement n'a que 4 ans, donc notre liste de clients n'est pas forcément immense. Là, nous avons mis simplement les principaux. Et puis voilà, donc je vous remercie énormément de votre participation. Avant que de se quitter, si cette présentation si vous avez trouvé cette présentation intéressante, j'aimerais vous proposer de répondre à un questionnaire, donc qui va apparaître maintenant sur normalement votre écran. Donc pour nous, effectivement, c'est important d'avoir votre feedback, puisque l'objectif c'est de se présenter, de se faire connaître, et avoir votre feedback et éventuellement pouvoir mettre ça sur notre site serait effectivement quelque chose avec beaucoup de valeur, puisque ça permettrait de convaincre d'autres participants pour des futurs webinars de s'inscrire et de venir. Donc, je ne sais pas si vous voyez le questionnaire qui apparaît à votre écran. Donc voilà, il y a des gens qui répondent, donc c'est très gentil. Merci beaucoup pour votre feedback, qui est a priori positif, donc c'est très bien. Si pour la suite vous avez des questions autres que vous souhaiteriez nous poser, eh bien vous avez notre email, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, ce sera pas facturé, je veux dire, tant qu'il n'y a pas une prestation qui est demandée, on se fera un plaisir de répondre à vos questions spécifiques et de vous parler prochainement. Donc voilà, il reste plus qu'une minute. S'il y a peut-être éventuellement une question, sinon ben, je vais clore le débat. Je mets notre site web sur le webinar. Voilà. Donc merci à tous et au plaisir d'une prochaine participation.